Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nouveau record dans ce podcast. J'accueille Martin Keigle, a.k.a. le plus jeune interviewé du podcast de l'APM. Martin, 17 ans, bienvenue dans le podcast. Salut Martin. Merci beaucoup. Bienvenue à ceux qui nous écoutent et je suis très heureux de prendre place dans cet enregistrement. Alors moi je suis très content parce que là je me délecte d'une avant-première. Parce que Martin, ce n'est que demain. Alors le demain sera aujourd'hui ou plus tard quand vous écouterez ce podcast. Mais demain on va découvrir Martin sur l'immense scène, je veux pas te mettre de pression, l'immense scène de la plénière de l'APM. Il va s'adresser du haut de ses 17 ans et de ses passions à 5000 chefs d'entreprise, 400 animateurs, experts qui vont venir puiser et je l'espère réveiller leur âme d'enfant à ton contact. Je compte sur toi. Réveille et partage-nous ta vision du monde. Viens nous bouger. Martin, comment tu t'es retrouvé là déjà ? Comment je me suis retrouvé là ? J'ai été contacté pour fabriquer le coffre APM, le coffre que vous avez vu, le coffre qu'on est censé oublier jusqu'en 2050, si c'est ce que j'ai compris. Mais c'est ça. J'ai été contacté pour fabriquer ce coffre, vu que je travaille le bois. Je fais plusieurs choses, mais notamment de l'ébénisterie. Et donc j'ai fabriqué ce coffre. C'est ce qui m'a été demandé et c'est mon rapport à APM. Mais alors ça c'est incroyable. Le coffre, on vient de le découvrir. À l'heure à laquelle on enregistre, on vient de terminer. J'ai quitté en courant la plénière d'ouverture. J'ai couru jusqu'à toi Martin et ce coffre, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, je me suis dit où est-ce qu'ils sont allés chercher un coffre comme ça avec l'ambition qu'ils y ont mis. Alors comment ça s'est passé ? Ils t'ont passé un coup de fil ? Mais il faut que je raconte cette histoire du coffre parce que le coffre, on peut dire qu'il est un peu à l'image de ma vie. Ce coffre. Il n'y a pas de plan. Ce coffre, il y a zéro dessin. Ce coffre, il a été fait à partir de planches de parquet de chêne que j'ai trouvées dans la rue. Ce coffre, il est... comment expliquer ? Ce coffre, il a été fait au gré du vent, il a été fait au gré de la chose. C'est-à-dire que, par exemple, le cerclage que vous voyez autour du coffre et les deux hermines en fer. C'est quoi une hermine ? Une hermine, c'est le symbole de l'armorique en général, et donc c'est le symbole de la ville de Nantes. Vous voyez le drapeau breton, les petits symboles noirs, c'est des hermines. Et donc c'est ce qui a été fait en fer par un ami forgeron que j'aimerais qu'on salue et qu'on saluera à la plénière demain, qui s'appelle Julien. Il a quel âge l'ami forgeron ? Il doit avoir une quarantaine d'années, si je me trompe pas. Je connais pas exactement son âge. Est-ce que t'as que des amis beaucoup plus vieux que toi, Martin ? Bonne question. J'ai pas réfléchi à cette question, mais disons que j'ai des amis de tout âge et de toutes conditions sociales, de par mes collègues qui sont plutôt des travailleurs, des artisans, et de par mes clients qui sont plutôt des bourgeois fortunés, on va dire. Donc, toi, t'as de la chance, dis donc. Ça, c'est un chef d'entreprise qui démarre bien, parce qu'il faut avoir des clients, si possible, fortunés. Ça, c'est un bon point de départ. C'est justement la richesse dont je suis pourvu et dont je remercie tous les jours la fortune. C'est le fait de pouvoir rencontrer des gens de tout horizon. C'est-à-dire que un jour, je suis à Paris en train de rencontrer un PDG pour organiser tel événement. L'autre jour, je suis à la campagne en train de rencontrer un paysan pour parler de bois. L'autre jour, je suis avec Julien en train de parler forge. Et le lendemain, je suis avec des étudiants. Après, je suis avec des musiciens. Mais attends, excuse-moi, 17 ans, tu vas jamais à l'école ? Non. C'est fini ça ? C'est fini. Apprentissage, t'as fait quoi ? Raconte-moi. Attends, on finit sur le coffre. Donc le coffre, moi j'ai vu qu'il avait aussi des clous, il était clouté APM. Absolument. C'est ce qui m'a été demandé de faire un logo, donc je l'ai cloué avec des clous de tapisserie. Et donc je disais, j'ai rencontré Julien, et en fait, je pourrais me dire... si jamais je n'avais pas trouvé ces planches de parquet il y a 2 ans et demi dans la rue, si jamais je n'avais pas rencontré Julien que j'ai rencontré de façon totalement hasardeuse parce que j'étais en train de préparer mon podcast dans un lieu naturel et il est rentré dans la propriété comme ça parce qu'il était intrigué et on s'est mis à discuter et si je ne l'avais pas rencontré, peut-être que le coffre il aurait été différent. Mais précisément ce que je veux incarner, c'est l'idée de se dire en fait si je l'ai rencontré c'est pas par hasard. Si je l'ai rencontré, c'est que le coffre il devait être ainsi et le message que je veux transmettre notamment à ceux qui nous écoutent, c'est arrêtez de penser que votre vie elle aurait pu être meilleure si vous aviez pris un autre scénario. Faites fond sur la fortune en fait, avant tout. La fortune dans le sens. La fortune dans le sens, oui, la chance. La chance, la fortune, c'est le sort en gros. Et ça, tu le tiens d'où, toi, cet enseignement ?
Cet enseignement, je le tiens précisément de mon expérience de vie, de mes aventures, de mes déterminismes. Et cette expérience, oui, en effet, c'est des expériences, comme je le dis. C'est-à-dire que, encore une fois, ce coffre, il représente la chose parfaitement. C'est-à-dire que il y a eu, disons, quelques frictions avec APM parce que c'est vrai que, moi, ils m'ont dit, il faut un coffre pour le 8 mars. Dans ma tête, il faut un coffre pour le 8 mars et c'est tout. Et parce qu'en fait, il y a énormément d'organisation dans cet événement. Et disons que moi, j'étais complètement plongé dans la réalisation de ce coffre. C'est-à-dire que j'étais une autre personne. Les 3 derniers jours, je travaillais 15 heures par jour. Et donc, combien d'heures de travail pour un coffre comme ça? Je sais pas, je dirais 150, quelque chose comme ça. Wow. Et donc, un mois de travail. Et donc, je limite, je regardais même pas mon téléphone. Donc, c'est vrai que. T'étais dur à joindre. T'étais plus joignable. Voilà, c'est ça. On m'avait demandé des photos, mais pour moi, en fait. C'était bon, toi, tu t'allais délivrer. C'est pas ça, c'est qu'en fait, le coffre, à la dernière minute, il restait encore des trucs à faire. Heureusement qu'il est déjà terminé, qu'il est parfait. Mais à la dernière minute, il restait encore des trucs à faire. Donc je me disais, mais la priorité, c'est quand même de finir le coffre avant de papoter. Et voilà. Donc c'est vrai que, disons que l'organisation plus chaotique, plus hasardeuse qui est la mienne, c'est-à-dire que au gré des rencontres, au gré des trouvailles, au gré des outils, au gré des techniques, j'y vais vraiment à tâtons. C'est-à-dire que voilà, il y a pas de plan, il y a pas de choses prédéfinies. Tandis que de l'autre côté, APM, c'est quelque chose de très officiel, quoi. Ça les a tendus, ça. C'est ça. Et même que l'organisateur m'a même fait une confidence il y a hier, d'ailleurs, quand je suis arrivé à Nantes. Il était à la Maison du Monde acheter un deuxième coffre au cas où. C'est ça, c'est qu'ils ont prévu un plan B. Ils ont prévu un plan B. Ils n'avaient pas confiance. Ils ont prévu un plan you. B. Ils ont prévu un plan B et ils m'ont dit que le plan B était moins bien. Mais c'est vrai que voilà, cette histoire de coffre. Bon, donc là, tu viens de le livrer en fait. Non, j'ai livré il y a une semaine. J'ai livré il y a une semaine. Ça va. C'est pour ça que mes mains sont propres. Mais vous auriez vu mes mains. Quand je l'ai rendu. J'ai même pris des photos. Elles étaient complètement défoncées. Donc t'as eu le temps de te régénérer. Voilà, je suis pas rentré dans mon atelier pendant une semaine parce que là, c'était très intense. Donc là, mon atelier, c'est une scène de crime, quoi. Bon, donc là, on a un premier enseignement. Le bazar total. On a un premier enseignement, en tout cas. Bon, à part le don de soi, le dépassement de soi, faire confiance à son intuition, deuxième enseignement, et puis surtout, provoquer sa chance, se mettre dans des postures. C'est surtout, à chaque rencontre. T'arriver des choses. Parce que là, il t'arrive que des choses exceptionnelles, finalement. Totalement exceptionnelles. Pourquoi ? Parce que pour moi, chaque rencontre, je la vois comme une opportunité. C'est-à-dire que chaque humain que je vais rencontrer, je vais me plonger à 100% dans son esprit finalement, et dans l'idée que ce sera peut-être la personne qui va changer ma vie. Ce sera peut-être une rencontre qui va changer ma vie. Et c'est justement ça que je veux dire, c'est que on allait parler de l'apprentissage, mais précisément en voulant trop prévoir sa vie, en voulant trop maîtriser la fortune justement, on se réveille à 50 ans, on est passé à côté de sa vie, quoi. Il me tarde d'être à la convention demain, tiens. Je pense qu'il y en a 2-3. Ça va se secouer un peu. Super. Alors, raconte-moi un peu comment, c'est quoi les quelques derniers, les faits notables, allez, remarquables, toi, dans ton parcours, dans ton expérience de vie, comme tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui est remarquable à ton point de vue? Je veux dire, les points saillants, quoi. Comment t'en es venu à moi, je me suis dit quand j'ai vu les premières vidéos, parce que tu as une chaîne YouTube. Absolument, je suis en train de créer une chaîne YouTube de podcast. Voilà, on peut en parler si tu veux. Ouais, mais j'ai vu que tu partageais beaucoup de choses, de savoir-faire. Alors, je suis pas très bon en social, digital, marketing, tout ça. Alors, Martin, pour ce point de vue, t'as rencontré les bonnes personnes. On va te donner un coup de main, parce que nous, c'est notre métier. Toi, par contre, le fond. Mais l'avantage, c'est que, en l'occurrence, je n'ai pas besoin j'ai suffisamment de débouchés économiques, donc j'ai pas besoin de faire du marketing ou ce genre de choses. On sent plutôt la passion. Moi, je t'ai vu travailler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le besoin de créer de la publicité ou des vidéos promotionnelles, etc. T'as envie de partager aussi ta passion et ton savoir. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est un passionné qui manipule devant caméra beaucoup de bois et qui en sort des objets incroyables et magnifiques.
Et ça, c'est un apprentissage incroyable. Et il y a aussi des vidéos qu'on se retrouve absorbé totalement, Carrément. simplement par le tour et le bois qui travaille, qui vit, Ouais. qui prend forme. Et puis toi, les enduits, ou pas les enduits, les huiles, que les tu vernis as, au les tampon, patines. oui, c'est des mélanges que je fabrique à base de produits naturels. Donc oui, il y a une passion autour de ça, autour de l'aspect traditionnel de la chose. Hein. Une certaine partie de mon bois est du bois de récupération, et la totalité est un bois de type circuit court et de type. Je travaille un peu des bois exotiques que je trouve quand je suis un peu à l'affût des petites annonces, mais voilà. Tu viens d'ici de la Absolument région de pas. Nantes? Tu viens d'où, toi? Je suis à 30 km au sud de la région parisienne, et je suis D'accord. tout à fait conscient de la chance que j'ai d'habiter là, puisque je suis à 1 heure à vélo, 1h30 à vélo du centre économique français. Et en cela, je suis absolument reconnaissant de la fortune. Comment tu t'es pris de passion pour le bois? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de père en fils depuis plusieurs générations? Absolument pas. Il y avait un Mon père atelier avec un vieux grimoire Alors, dedans. absolument pas. Mais vous allez pas être déçus. Non, mon père est chercheur en intelligence artificielle. Ma mère, elle travaille dans l'administration, donc c'est clairement pas de mes parents que je tiens tout ça. Non, je pense que c'est c'est une forme de volonté de maîtrise du réel, quoi. C'est une forme de volonté de maîtrise de la chose qui nous entoure. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, les micros, là, il y avait des élastiques qui étaient pas bien mis. Ben voilà, j'ai toujours un peu cette volonté de comprendre le monde qui m'entoure, d'expérimenter. Et c'est d'ailleurs le message que j'envoie aux gens qui nous écoutent, c'est prenez conscience de la puissance du réel, en fait. Qu'est-ce que ça change de manipuler pour toi? J'avais pas fini. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup l'aspect intelligence artificielle, réalité virtuelle. Il y avait le métaverne, là, Métaverse et Jules Verne. Moi, je dis aux entrepreneurs, c'est bien tout ça, mais prenez conscience. Même si on oublie, si on ne prend que le point de vue mercantile, si on ne prend que le point de vue matérialiste, la puissance économique du réel, elle est phénoménale. Et pas que d'un point de vue économique. C'est-à-dire que, comment expliquer, moi, quand j'arrive dans des soirées mondaines, que je dis que je suis artisan, j'ai l'impression que je suis un dévot qui fait vœu de chasteté et de silence. Je me suis sacrifié à la communauté. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu fais dans les soirées mondaines déjà? Eh ben, je commerce. Ah, tu vas commercer, toi. Je commerce. Mais donc, ce que je fais, c'est que, non, mais dans les soirées publiques, on va dire, ou en général, là, par exemple, ce soir. Ce que tu vas faire ce soir. Voilà, l'autre jour, j'étais. Et tu en joues de ça ou pas? Tu grossis le trait de l'artisan. Disons que voilà, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui m'idolâtrent et il y a ceux qui me haïssent. Et il paraît que c'est très bien d'être clivant. Et c'est possible, mais donc il y a ceux qui m'idolâtrent, ceux qui me haïssent, et les deux sont en général pas très sains. C'est-à-dire que les gens qui m'idolâtrent, souvent, c'est une forme de nostalgie, c'est une forme de des gens qui se disent que oui, comment expliquer? Je sais pas trop comment l'expliquer, et je veux pas du tout paraître prétentieux, mais c'est vrai que voilà, je reçois beaucoup de messages d'amour, je dirais que c'est 80%, et je fais le maximum pour me déconnecter de ça. C'est-à-dire, je fais le maximum pour me dire, ok, c'est pas à moi que c'est adressé, c'est adressé à une image qui se font de moi, à une idole, qui est positive. Et il y a ceux qui me haïssent. Pourquoi je pense qu'ils me haïssent? Parce que je représente pas celui qu'on peut désigner comme étant le Diogène. C'est-à-dire que Diogène de Sinope, à Athènes, c'était l'archétype du clochard, quoi. Il vivait dans un tonneau, il était malingre, il était désagréable. Et ayant quitté l'école à 14 ans, je suis pas la personne qu'on peut désigner comme étant celui qu'on pointe du doigt et qu'on dit, regarde mon fils, si tu quittes l'école, tu vas finir comme lui. C'est-à-dire que voilà, je parle bien, je m'habille bien, je suis pas un abruti. Et notamment, si vous me prenez il y a 2 ans et demi sortant de l'école, je suis un abruti pour le coup. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai commencé à travailler le bois. J'ai commencé à travailler avec des techniques plus anciennes, plus silencieuses, avec des outils à main. Et j'ai commencé à écouter des émissions longues, j'ai commencé à écouter des podcasts, à lire des livres aussi, et à me cultiver et apprendre à bien parler. Et pour quelle raison tu quittes l'école? Alors là, je comprends que c'est pas le bois, cette passion-là qui t'a fait quitter l'école. La raison du moment où je quitte l'école, c'est parce que en fait, j'avais. Il y a un problème de son. On a un buzz. Ok.
Donc le moment où je quitte l'école, oui, on est fin 2021. On est fin 2021, donc à peu près 2 ans et demi. À ce moment-là, donc oui, en fait, il y avait un discours totalement... c'était une période très difficile de ma vie. J'étais, entre guillemets, on va le dire, j'étais en dépression. Et d'un côté, il y avait les gens qui m'expliquaient que oui, l'école, c'est l'émancipation. Et de l'autre côté, on m'expliquait que le travail, c'est l'aliénation. Quand j'expérimentais la chose totalement inverse. C'est-à-dire que là, c'est là que j'ai commencé. Je suis allé, j'ai trouvé des planches de parquet dans la rue. J'ai trouvé une machine à coudre, un piétement de machine à coudre qui était dans la rue. J'ai acheté une meule sur le Bon Coin. J'ai fabriqué une machine à affûter les couteaux. Et pendant près d'1 an et demi, j'ai affûté les couteaux dans les marchés, dans des événements qu'on peut qualifier de tiers-lieux. Et donc voilà, c'était cette volonté de réhabiliter aussi les outils anciens. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans ce domaine-là, et c'est jusqu'à récemment finalement, jusqu'à mi 2022. Comment tu te rendais avec ta meule sur dans les marchés, dans les tiers-lieux? Alors ça c'est une question logistique, mais au début, les gens m'emmenaient, puis après, je suis allé dans un marché privé où la machine restait sur place. C'est pas totalement qu'une question logistique. Ma question sous-jacente, c'était la place de tes parents là-dedans. Comment ils prennent ce choix-là, et parce que c'est difficile de se positionner aussi Absolument. Face à la maturité d'un enfant. Et tu sais, les gens à qui tu vas parler demain, à qui tu auras parlé quand l'épisode sortira, c'est aussi des parents et qui se retrouvent face à exactement le problème que tu décris, c'est-à-dire parfois des enfants qui sont pas adaptés au monde scolaire, qui pourtant sont brillants de jeunes adultes un peu qui ont grandi vite ou qui ont une vision du monde avec une autre paire de lunettes que celle qu'on aimerait qu'ils aient pour que ce soit plus facile de les garder dans des rails. Et tous ces doutes existentiels, on les traverse en tant que parents. Absolument. Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour moi, ça a été très difficile. Je vais pas le cacher, ça a été très difficile. Disons que... Tes parents, ils comprenaient tes inquiétudes, ton inadéquation, toi, avec le système tel que tu le percevais? Je me suis pas posé cette question, pour être honnête. Je sais que j'ai reçu de mes parents un capital culturel important. J'en suis conscient. Je pense que mes parents... ma mère, je sais pas, mais mon père, il m'a pas compris au début. Aujourd'hui, on est connectés. Mais après, voilà, ça reste du domaine du personnel. Sans vouloir rentrer dans les choses trop personnelles. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, donc pour revenir sur mon... Donc là, tu as une révélation, finalement. Sur le sujet de l'éducation. En fait, ma phobie, c'était... mon angoisse, en fait, c'est d'être une personne sur 30. C'est-à-dire que quand on est dans une classe, il y a un corps qui est le corps du professeur, et il y a un corps qui est le corps des élèves. Et en fait, le professeur parle autant, si ce n'est plus, que l'intégralité des élèves. Et ça, c'était mon angoisse totale. C'est-à-dire que ce truc d'être assis sur une chaise et de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir crier. Ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, si je me lève, que je crie, le podcast, il est un peu compromis, mais je le peux, en quelque sorte. J'ai cette liberté. Et le truc le plus malsain de l'école, c'est que c'est quelque chose c'est un totalitarisme qui est ancré en toi. C'est-à-dire que on t'inculque la démarche d'y aller. C'est-à-dire que c'est même pas anti-contraint physiquement avec une chaîne, avec des menottes. C'est qu'il y a la contrainte psychologique de oui, tu vas finir ta vie comme Diogène, tu vas être ci, tu vas être ça. Et donc, tu vas de toi-même, et ça crée une forme de dichotomie dans le cerveau qui est absolument infâme pour beaucoup de gens. Et ce que je veux dire, c'est que moi, le message que j'envoie et que je vais envoyer à tout le monde, c'est que donc il y a 2 archétypes, Diogène et Alexandre le Grand, qui a conquis toute la Perse et tout le Proche-Orient. C'est que dans ma vie, soit je serai Diogène, soit je serai Alexandre, mais je serai pas entre les deux. Ou alors, ce que je veux dire, c'est que je tends à être Alexandre. Je suis pas Alexandre, mais je tends à être Alexandre, quitte à risquer d'être Diogène. Parce que la vie, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais voilà, la vie, elle est courte. Moi, le plus touchant, le plus triste, le plus difficile à constater, c'est de voir les jeunes de mon âge, un peu plus, un peu moins, et de voir les mécanismes qui font qu'ils s'enferment dans une vie. C'est-à-dire que moi, je vois énormément de gens à 40 ans, à 50 ans,
qui se sont enfermés dans une vie, qui font un truc qui leur plaît pas, qui ont une vie qui n'a pas de sens et qui vont mourir avec plein de regrets. Mais le plus tragique pour moi, c'est de voir les gens qui passent de la jeunesse insouciante à ça. C'est les mécanismes, les déterminismes, les pressions qui font que les gens font des métiers qui n'ont aucun sens. Et comme je dis, qui sont pas dans le réel, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est le message que j'envoie. Je sais que l'Assemblée qui sera face à moi demain, elle est très. C'est des gens qui travaillent dans le tertiaire, c'est des gens qui travaillent dans le digital, ce genre de choses. Pensez à investir le réel, parce que rien qu'en débouché économique, c'est déjà énorme, et en débouché philosophique, en débouché psychologique, en débouchés sociaux, c'est monumental. Je me souviens plus du mot là. Bon, qu'importe. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour provoquer une prise de conscience et aider ces jeunes dans la période de l'insouciance là? C'est pas un discours, c'est pas une plénière qui va changer quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils ont des affects, ils ont des déterminismes, ils ont des pensées qui sont bien ancrées chez eux, chez elles, les personnes, et c'est pas un discours qui va les changer. Mais moi, ce à quoi j'aime bien m'adonner, c'est le dialogue socratique, le dialogue platonicien, c'est-à-dire le dialogue philosophique qui vise à essayer de voir, à faire des discussions de 3 heures avec des gens, avec des inconnus, qui visent à, pourquoi pas, en douceur, les mettre face à leurs contradictions, les mettre dans une position qui les pousse à se remettre en question. Mais je vais pas faire un dialogue platonicien avec 5000 personnes. Et je tiens à le dire, moi je suis le sauveur de personne. Je fais pas cette plénière et ce podcast pour aider les gens. Je le fais avant tout pour moi, parce que c'est quelque chose qui m'épanouit et parce que je veux m'exprimer. Et j'ai conscience que tout ça, c'est des beaux discours. Hein. C'est-à-dire que j'ai assisté à la plénière qui était très intéressante, notamment l'aventurier Patrice, voilà, exactement. Ouais, qu'on a eu ce matin dans le podcast. Ah ben oui, effectivement. Et encore une fois, ce genre d'initiative, d'ailleurs, on avait parlé hier soir au dîner, on avait parlé philosophie avec Patrice. Et c'est des parcours qui sont exceptionnels, mais encore une fois, c'est pas 20 minutes de discours qui vont changer la vie des gens. Moi, ce à quoi je veux m'adonner, j'organise tous les mois. Alors là, ces derniers mois, c'était un peu compromis avec le coffre et avec la convention. Mais j'organise tous les mois, et le prochain, c'est le 1er avril, ce que j'appelle des dîners dialogués. Alors, les dîners dialogués, c'est des événements où je fais un repas au chaudron, un goulash, je suis aidé de mon père. Et dans un lieu qui est très inspirant, le tiers-lieu d'ailleurs, où je faisais l'affûtage des couteaux, où il y a eu plein de choses. Le 30 rue de Paris à Orsay, d'ailleurs, je le dis, 30 rue de Paris à Orsay. N'hésitez pas, il y a une association qui s'appelle Constante et Variable. N'hésitez pas à vous renseigner sur Jérôme Michaud. Ce que je disais, c'est que j'organise des dîners dialogués. Le prochain, c'est le 1er avril. Et le principe, c'est qu'on est entre 10 et 20 personnes. Je fais un repas avec des bons produits français. Et je fais une introduction à la pensée. Je fais un discours de 10-15 minutes. Et il y a un tour de table. D'ailleurs, la dernière introduction à la pensée, je l'avais filmée, je vais la sortir sur ma chaîne YouTube. Le thème, c'était pertinence des vérités. Et on fait un tour de table. Et mon objectif, c'est de faire rencontrer des gens qui se rencontrent jamais. C'est-à-dire que moi, comme j'ai dit, j'ai la chance de pouvoir être témoin de la diversité humaine la plus large possible. Et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui ont un pied dans chaque strate de la société. Mais disons que je viens de la classe moyenne, mes parents, quand j'étais jeune, avaient le salaire médian. De par mon travail, je côtoie des ouvriers, je côtoie des gens cartés dans des syndicats, je côtoie des gens, disons qu'on peut appeler les classes populaires. Je côtoie des gens qui viennent de la banlieue, je côtoie des gens et de par mes clients, notamment des cadres, on peut en parler. Je côtoie des bourgeois, je côtoie des gens très riches, je côtoie des gens très très riches même des fois, et j'ai à cœur en fait de faire rencontrer ces gens-là, parce que moi je suis persuadé que l'ascenseur social c'est un récit, ça n'existe pas, que les gens sont déterminés par des déterminismes, que les gens arrivent dans des vies qu'on peut pas. Enfin, en fait, ce qui m'énerve, c'est ce discours de oui, si on se bouge le cul demain, on peut être milliardaire. Non, en fait. Non, ça marche pas comme ça.
Par contre, le problème avec ce discours, c'est que ça crée des mal-être au sein des gens. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que si je suis une merde, je le mérite. Et ça, en fait, le problème, c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'ascenseur social, parce que à la rigueur, il n'y en a jamais vraiment eu. Il n'y en a eu que quand la société marchande en avait besoin. Donc, il n'y en a pas vraiment eu, du coup, d'ascenseur social. Ce que je veux, c'est que les gens se rencontrent, en fait. Juste sur ce point, j'ai interviewé Erika Cogne de l'association Télémac, dont l'objet de l'association, c'est d'aider des jeunes de milieux modestes et défavorisés à, en gros, avec des principes de mentorat, essayer de s'élever. Et elle donnait une statistique, c'est il faut 6 générations pour changer de CSP, pour changer de classe. 6 générations. Ça dépend, on peut faire en une génération. Mais évidemment, il y a des contre-exemples. On peut ne jamais le faire. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, encore une fois, c'est la fortune, c'est la fortune au sens, pas l'argent, mais le sort, la chance. Après, c'est, encore une fois, c'est la question, c'est que moi, je sais juste qu'il y a des gens qui pensent des choses parce qu'ils ont un parcours de vie qui les amène à penser telle chose. Des gens pensent d'autres choses et je veux juste qu'ils discutent. Parce que, en fait, mais rien que tout à l'heure, quoi, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui est farouchement pour la réforme des retraites, c'est le sujet actuel, qui est farouchement macroniste, et j'ai discuté avec quelqu'un qui était, mais vraiment à 30 minutes d'intervalle, qui était encarté dans un syndicat, qui était engagé, et qui me parlait de salaire, etc. Et ces gens-là, en fait, je les ai vus, ces deux personnes, je les ai vus discuter ensemble d'un tout autre sujet, et j'ai vu qu'en fait, c'était deux êtres humains qui discutaient, quoi. Et c'est ça que je suis en train de créer. Voilà, exactement. Je suis en train de créer un podcast, en fait. Je suis en train de créer un podcast qui s'appelle Autour du feu. Donc, le principe, c'est qu'on est dans la nature, autour d'un feu, qu'on est au contact du réel, au contact des éléments, les éléments précisément qui déterminent notre pensée et qui enrichissent notre pensée. Et le principe, c'est que je veux justement initier un dialogue platonicien, un dialogue philosophique, même si c'est un bien grand mot. Et surtout, je veux faire rencontrer des gens qui se rencontrent jamais. C'est que, en fait, les gens, et c'était un peu le thème de mon introduction à la pensée lors du premier dîner dialogué qui s'appelait Pertinence des vérités, c'est qu'on peut faire des dialogues, on peut faire des débats, des joutes verbales, des échanges d'arguments, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quel cas, en fait, toute pensée est plus ou moins valide, c'est-à-dire que telle personne peut penser ce qu'elle pense, elle me trouvera des arguments qui iront dans son sens et qui seront tout à fait valides des deux côtés, en fait. Tout simplement parce que les gens ont des déterminismes, les gens ont grandi dans tel ou tel endroit, les gens sont des prolétaires ou des bourgeois, et les gens pensent de telle façon, c'est la résultante de leur déterminisme, et on peut pas leur en vouloir, et on peut pas dire que il y a des gens qui mentent, des gens qui disent la vérité. C'est-à-dire que chacun a sa vérité. C'est pas du tout quelque chose pour relativiser la vérité. La vérité, c'est la vérité. Mais la vérité absolue, c'est-à-dire, par exemple, si je dis la Terre est ronde, c'est des choses qui sont pas très pertinentes. Voilà, on fait pas l'expérience tous les jours de la rondeur de la Terre, comme on fait pas vraiment l'expérience par exemple, quand il fait froid, on fait pas l'expérience des molécules, on fait pas l'expérience des atomes des électrons qui ralentissent. On fait l'expérience qu'on a froid, ce qui est autre chose. Et donc c'était ça le thème et ce que je veux initier, c'est-à-dire que en fait on est tous des humains, quoi, merde. Et moi donc t'es un passeur, toi, un peu un trait d'union entre des gens. Je ne prétends pas être un passeur, je n'ai que 17 ans après tout, mais j'essaie de l'être, je veux l'être. Tu nous as amené une canne. Absolument. Est-ce que tu peux m'en parler de cette canne? Oui, c'est un de mes projets justement depuis à peu près 8 mois, c'est de réhabiliter la canne comme accessoire de sartoriale masculine, comme accessoire de premier plan. Donc cette canne, c'est une canne faite en noyer noir. Le pommeau, c'est un pommeau en argent qui était noirci, qui était fendu, que je l'ai restauré, je l'ai réparé, je l'ai installé. Et donc voilà, je fabrique des cannes, c'est du tournage sur bois, c'est de l'artisanat. Je fais des cannes à système avec des fioles, avec des tire-bouchons, des stylos, des épées, des parfums aussi. Je fais des cannes avec différentes formes, différents bois, et c'est mon projet, effectivement, plutôt mercantile de ce point de vue-là, de réhabiliter la canne.
Pour quelle raison tu veux réhabiliter la canne et qu'est-ce que tu vas puiser finalement dans notre histoire? Parce que c'est un objet, tu dis réhabilité, c'est un objet qui Exactement. n'est plus courant. C'était un objet, ce que je veux dire, c'est que du début du 19e au début du 20e, aucun gentilhomme n'osait sortir sans sa canne. Aucun. Et à juste titre. C'était un accessoire de type primordial, de type de premier plan. C'est presque un moyen de transport, une canne. Une canne, c'est un moyen de transport. La canne, j'avais fait un TEDx d'ailleurs où je parlais de la canne. Vous pouvez mettre TEDx Martin Kegel. C'est un moyen de transport et c'est aussi un moyen de montrer qui on est. Honoré de Balzac, il y a une citation qui dit « L'esprit de l'homme se devine à la façon dont il tient sa canne ». Et donc c'est ce que je veux incarner. C'est comme une voiture en fait, une canne. C'est qu'on monte sa voiture, on montre un peu qui on est. C'est comme ses habits. Sauf que déjà, c'est plus écolo qu'une voiture, premièrement. Surtout avec du bois de récupération. Là, c'est pas du bois de récupération, mais en général, le bois capture le carbone, donc c'est tout à fait écologique. Et aussi, c'est un accessoire extrêmement pratique, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas si les gens qui nous écoutent, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que à la convention APM, personne porte de cravate. Ah non. À part les vigiles et les serveurs. Par contre, ils ont finalement certains chapeaux esprit Jules Verne qui pourraient assez bien aller avec l'esprit de la canne. Après, ça, c'est plus un déguisement. Disons que la canne, c'est pas un déguisement. C'est pas un déguisement, c'est un habillement. Et précisément, en fait, les seules personnes qui ont une cravate, ce sont les vigiles et les serveurs. Et même que le directeur APM est pieds nus. Il n'a même pas de chaussures. Connexion à la terre. Et donc... aux choses du réel. Ouais, si on veut. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, mettre T'es déçu une cravate... de ça. T'es déçu. T'aurais aimé qu'ils soient un peu plus sophistiqués tous. Moi, je juge personne. Je constate juste qu'aujourd'hui, plus on est puissant, on va dire, plus on est haut dans la hiérarchie, plus on veut se donner l'image, peut-être, je ne fais que spéculer, de paraître plus authentique, entre guillemets. Et c'est pour ça que tout le monde se tutoie à l'APM, tu penses? Tout le monde se... j'ai pas... je l'ai pas constaté, mais je suis pas surpris. Tout le monde se tutoie. Maintenant je me rends compte, effectivement, oui, tout le monde se tutoie, et c'est vrai que ça va avoir l'air plus cool, finalement. Oui, sans aucun doute. Mais moi, par exemple, le vouvoiement, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Bon, je t'ai tutoyé parce que tu m'as tutoyé et que c'est mal poli de vous voyez quelqu'un qui nous tutoie, comme c'est mal poli de tutoyer quelqu'un qui nous vous voit. Alors, je précise que je t'ai pas tutoyé à cause de notre différence d'âge, je t'ai tutoyé parce que tout le monde se tutoie à la PM. Oui, bien Cependant, sûr. Tout à l'heure, avec Patrice Franceschi, je lui ai proposé le tutoiement et il m'a renvoyé dans mes 22, vite fait bien fait, en me disant non, le vouvoiement est une sophistication de la langue française qui permet beaucoup, donc s'il vous plaît, on va pas basculer dans le tutoiement. Il a absolument raison. Cependant, l'usage et la politesse veut que l'on tutoie quelqu'un qui nous tutoie. Donc il a raison sur l'aspect que le vouvoiement, c'est un enrichissement de la langue. Cependant, effectivement, l'usage veut que quelqu'un qui nous voit, on le voit, quelqu'un qui nous tutoie, on le tutoie. Bon, là, dans les faits, tout le monde va te tutoyer, mais sois rassuré, ça n'a rien à voir avec ton âge. Oui, non, mais ça j'ai remarqué, mais de toute façon, moi, comment expliquer? De prime abord, je vous vois tout le temps. Même les enfants, à partir de 7 ans. Okay. Je vous vois les enfants. Et d'ailleurs, les enfants, je leur demande pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Je leur demande ce qu'ils font au présent. Comme un adulte, qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait? Et à partir de là, parce qu'il y a cette injonction qu'on fait aux enfants aussi, et qu'on fait aux étudiants, aux jeunes de mon âge. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je trouve que cette injonction, elle est malsaine, elle est erronée. L'injonction, ça devrait être qu'est-ce que tu fais au présent? Oui. Ça devrait être quel est ton objectif à très long terme? Quels sont tes projets? Et je pense qu'on va aborder mes projets. Quels sont tes projets? Et qu'est-ce que tu mets en œuvre au présent? Dans le réel, dans le présent constant, il y a d'ailleurs Jérôme Michaud, le gérant de l'association Constante et Variable, qui a théorisé le présent constant, c'est-à-dire qu'il y a une association entre le là, c'est-à-dire le ici et le présent, qu'il appelle le présent constant. Et donc, qu'est-ce que tu fais au présent constant qui te permet d'advenir à cet objectif à très long terme que tu souhaites? Alors, quel est ton objectif à très long terme? Celui que tu as défini d'ores et déjà? Tu l'as défini, ton objectif à très long terme? Non, pas particulièrement. C'est quoi le très long terme pour toi, déjà? J'ai des projets. J'aimerais créer le 14 mai 2024 à l'occasion des 414 ans de la mort d'Henri IV, le 14 mai 2024.
j'aimerais faire, parce que je suis un très grand passionné d'histoire. D'ailleurs, Nantes, je vous rappelle que c'est le lieu où a été signé l'édit de Nantes. On est passé hier dans la salle, puisqu'on était au musée des Ducs de Bourgogne. D'accord. Des Ducs. Alors, pas de Bourgogne, des Ducs. La Nantes, c'est pas tellement la Bourgogne. De Bretagne, je l'ai dit. Pourquoi j'ai dit de Bourgogne, de Bretagne? Dans le château, dans le cœur de Nantes, il y a effectivement... Nantes, la Bretagne. Là, on rentre dans des sujets politiques. Non, mais le château s'appelle bien le château des Ducs de Bretagne. Oui. Ouais. Et donc, dans ce château-là, il y a la salle de l'édit de Nantes qui, au demeurant, était aussi devenue une salle de réunion. Alors, si tu veux faire une réunion, on peut t'organiser ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis un très très grand passionné d'histoire. C'est d'ailleurs absolument pas l'éducation nationale qui y est responsable. Et donc, j'aimerais créer, à l'occasion du 14 mai 2024, un festival, soirée dansante, comédie musicale, un peu tout ça avec des instruments, des costumes d'époque, sur le thème de la Renaissance, parce que je suis un très très grand passionné de cette période. Pour moi, la Renaissance, c'est on garde encore le suc, on garde encore l'essence un peu du Moyen Âge, tout en étant dans un esprit plus atifuré, dans un esprit plus raffiné. Et le Moyen Âge, la Renaissance, c'est la période charnière, c'est-à-dire que après la Renaissance, c'est soit on s'engage dans une modernité effrénée avec des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, comme notamment les problèmes écologiques, comme notamment les problèmes sociaux, comme notamment la problématique homme-femme, ce genre de choses. Soit on essaye de faire de la modernité quelque chose d'heureux, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que je veux créer une soirée dansante, comédie musicale et festival donc ça, sur la Renaissance. Ok, dans un an. Dans un an et quelques mois, ouais. Un an et donc, mois. c'est encore au stade d'idée. Hein. J'ai vraiment rien fait pour l'instant. Mais j'aimerais m'entourer de gens qui s'y connaissent pour organiser ça. C'est-à-dire vraiment avec des instruments d'époque, de la nourriture d'époque, dans un lieu d'époque, des costumes d'époque, tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi le projet de faire des cannes avec des bustes en bronze de personnages. C'est-à-dire que l'aboutissement de la canne, ce sera ça, c'est-à-dire de créer des bustes en bronze et en argent, des têtes en bronze et en argent, en guise de pommeau de canne. De Henri IV notamment, de Henri IV d'ailleurs, surtout de Henri IV, parce que j'ai d'ailleurs sculpté Henri IV en terre. Ah, toi tu sculptes? C'était la question qui allait me venir. Je sculpte, j'ai sculpté. Je suis pas sculpteur. J'ai sculpté. J'estime que mon Henri IV est plutôt réussi, mais bon, il faudra que il était en format plus gros. Il était en format tête taille réelle. Il faudra que je fasse des pommeaux. Et donc l'idée c'est ça, c'est de faire des têtes par exemple qui comme grand personnage, Napoléon, Jeanne d'Arc, à qui est-ce qu'on peut penser? Henri IV bien sûr, évidemment. Alors là c'est incroyable, j'ai un trou de mémoire. Normalement j'ai plein de gens que je peux citer, mais disons oui, on s'imagine bien le projet, en tout cas. Voilà, des grands personnages. Donc de toutes les périodes. Exactement. Non, pas que de la Renaissance. Ah non, pas que de la Renaissance, mais de la Renaissance. François Ier, François Ier, bien évidemment. François Ier, d'ailleurs, j'ai rien à dire, d'ailleurs. Parfois, il faut ne rien avoir à dire. La puissance des silences. Martin, est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu veux nous parler? Oui, bien sûr, évidemment. J'ai un projet à très long terme, ça, donc ce sera plutôt dans les 10 ans, de créer un collégial, de créer un collège des lettres et des savoirs qui serait, je verrais ça dans la région entre Paris, Orléans, Tours et Dijon, c'est-à-dire dans la région du domaine royal du XIIe siècle, du XIe, XIIe siècle, qui est la région qui, comme c'est l'embryon de France, pour moi c'est la région la plus française de la France, et j'aimerais créer en effet un collégial où viendraient s'encontrer les déçus d'éducation nationale, les déçus des circuits traditionnels. Okay. Ce que j'incarne avec mon émission Autour du Feu et avec les dîners dialogués, je veux le faire en x100 en fait. Je veux donc pourquoi pas dans un monastère abandonné, ce serait ça l'idée, faire venir donc ce serait un peu comme le Collège de France, je sais pas si tu connais.
Ça a été créé par François Ier d'ailleurs. Voilà, j'ai la possibilité de l'invoquer. Ça a été créé par François Ier, c'est à Paris, et le Collège de France, c'est un collège où il y a les plus grands intellectuels. Être enseigné au Collège de France, c'est la consécration, et c'est là que s'encontrent il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'horaire de cours, il n'y a pas de, enfin si, il y a des horaires, mais il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de contrôle, c'est que des cours magistraux et des échanges, je crois. Et c'est ça que je veux incarner, justement. Donc quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu penses d'Internet pour l'accès à la connaissance, justement ? Internet, effectivement, mais il faut qu'on en parle, Internet. Qu'est-ce que c'est la révolution Internet ? La révolution de l'imprimerie et plus généralement des journaux, donc au 19e siècle, c'est la démocratisation de la réception de l'information. C'est-à-dire que n'importe qui, pour quelques sous, peut acheter le journal et recevoir l'information, ce qui est impossible dans une société pré-imprimerie. La révolution Internet, c'est quoi ? C'est la démocratisation de l'émission de l'information. C'est-à-dire que n'importe qui, via les réseaux sociaux ou via Internet en général, peut émettre une information. Alors ça a pour conséquence positive de permettre à tout le monde de s'exprimer. Finalement, ça permet de faire en sorte que ce qui est jugé pertinent par la majorité des gens ressort. Ça permet négativement, malheureusement, de faire baisser le niveau. Comme il y a beaucoup plus d'informations qui sont émises, il y a une inflation de l'information, donc chaque information perd de sa valeur, et donc chaque information est potentiellement fausse. Et donc il faut la vérifier. Mais je pense qu'en cela, c'est une révolution, puisque je prends pas les gens pour des cons, et pour moi, les gens savent discerner le vrai du faux, et au-delà du vrai du faux, les gens savent discerner le pertinent du non pertinent. Donc j'ai pas d'inquiétude pour ça. Je suis pas quelqu'un qui va dire que oui, Internet, il faut couper Internet parce que les gens disent que des conneries. Laissons les gens dire des conneries et laissons les gens trier le vrai, le faux. Moi, je suis tout à fait là-dedans. Et pour ce qui est de l'émission et de la circulation de la connaissance, c'est tout simplement révolutionnaire. Enfin, moi, je sors du collège, je sors du lycée, j'ai arrêté au lycée, début lycée. Je suis un abruti. C'est-à-dire que je sors de 4 ans de collège-lycée, je suis censé avoir appris quelque chose. Honnêtement, hein, je passe l'école aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui aiment bien l'école. Ce qu'ils aiment bien, c'est pas un lieu où on va apprendre des trucs, l'école. L'école, c'est un lieu un lieu social. Mais voilà, comme je disais, ce qui m'angoisse, c'était d'être 1 sur 30. C'était d'être un élève sur 30, un élève sur 240. Cette idée, c'est-à-dire que, par exemple, là, dans la convention APM, il y a 5000 personnes. Eh bien, moi, je suis celui qui a fait le coffre. Ça, c'est des choses que j'aime incarner. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aux gens, soyez exceptionnels. Moi, mais des exemples tout cons. C'est-à-dire que moi, je connais un mec qui est maraîcher. Son arrière-grand-père, je crois, il avait une race de pêche qui a disparu. Une race de pêche qui est de plantes de pêche qui est exceptionnelle. Et c'est le dernier du monde à avoir maintenu cette race de pêche. Et c'est pas non plus... c'est pas un exploit. Si, c'est un exploit, mais c'est pas quelqu'un d'hyper connu. Pour autant, c'est quelqu'un d'unique, d'exceptionnel. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai cette envie, en fait, d'être pas celui qui lève la main, mais d'être celui qui donne la parole. Et malgré tout le mépris qu'on peut m'asséner, puisque je n'ai que 17 ans, je le répète, je prétends être celui qui donne la parole. Oui. Et je le suis. En tout cas, je réussis à l'être plus ou moins. C'est-à-dire que voilà, demain, je vais faire la plénière. Est-ce que qu'est-ce qu'on disait pour revenir à Internet, justement ? On a un peu divagué, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vague et qu'on divague. Ce que je veux dire, c'est que la révolution Internet, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité, donc, de tout le monde de pouvoir recevoir de l'information. Et donc, moi, comme je disais, j'ai travaillé en silence avec des outils à main, des outils plus traditionnels. J'ai pu me cultiver, écouter des podcasts de philosophie, d'histoire, des émissions, même des émissions anciennes. Et je pense qu'il faut s'attendre à une révolution intellectuelle de ce côté-là dans les 400 prochaines années, puisque il faut savoir que la première philosophie, c'est-à-dire Socrate, c'était de la transmission orale. C'était de la philosophie orale. Socrate n'a rien écrit. Et je pense qu'il y a la possibilité qu'on revienne à ça,
parce que avec la technologie de l'enregistrement, la technologie de la vidéo, on a la possibilité de pouvoir maintenir de génération en génération des enregistrements oraux comme l'écrit. C'est-à-dire que avant, la transmission orale, ça s'amenuisait de génération en génération, on finissait par l'oublier. Alors que là, avec la transmission orale et l'enregistrement, d'ailleurs l'enregistrement qu'on est en train de faire ici, je pense que ce moment est historique. L'enregistrement qu'on est en train de faire ici, il pourra peut-être être écouté dans 400 ans. Et donc, je pense Est-ce qu'on en met une version dans le coffre, déjà, pour qu'ils se le réécoutent en 2050? Avec grand plaisir, mais avec un plaisir. Tu leur feras une clé USB, Jordan, qu'ils en mettent une version dans le coffre? Mais oui. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu de ce coffre parce qu'il y a des tiroirs secrets sur ce coffre. Ah, bon, on pourra la mettre dans un tiroir secret, alors il y avait des tiroirs secrets, mais j'ai cru comprendre qu'on n'allait pas l'ouvrir et qu'on n'allait pas le montrer. Je suis un peu déçu parce que j'ai quand même pris une semaine à faire ce système. Oh. Mais moi, tu me le montreras, s'il te plaît. J'ai pas la clé. J'aurais donné le coffre, j'aurais donné la clé, donc. On va les retrouver. On sait où ils sont. On va essayer de faire le maximum. Mais Martin, voilà. J'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. J'ai face à moi un jeune d'une sensibilité extrême, un cerveau qui tourne un peu plus vite que la moyenne, j'ai l'impression. T'as l'air d'avoir une mémoire incroyable et puis de t'intéresser à beaucoup de sujets. La mémoire, oui, non, pas particulièrement, mais. Ok. Tu relis beaucoup les choses? T'as pas une mémoire qui imprime? J'ai pas une mémoire j'ai pas une mémoire particulièrement. Ok, bon. Par rapport aux gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger, en tout cas, j'ai l'impression que, vu ton jeune âge, tu as déjà engrangé un truc. Mais une question que je me pose, c'est est-ce que il y a des choses qui intéressent les jeunes, tes autres copains de 17 ans, qui t'intéressent toi aussi? Alors, j'ai pas de copains de 17 ans, pour le coup. Ok. C'est un bout de la réponse. Toi, il y a tous les sujets de, je veux dire, par exemple, tout ce qui est pop culture, la musique, mais des musiciens d'aujourd'hui, pas ceux du 17e, la littérature contemporaine. Est-ce que là-dedans, tu as réussi à trouver de la nourriture qui toi, t'apporte autant que t'apportent les philosophes grecs et ces choses-là? Je me suis pas posé ça. Alors, les philosophes grecs, le 17e, je veux pas paraître pour un singe savant. Hein. J'ai 17 ans, j'ai pas tout lu. Hein. Je suis pas, voilà. Maintenant, non, mais là, beaucoup de tes arguments, de ton système de pensée sont basés là-dessus. Depuis, ça fait 45 minutes qu'on discute. Toutes les références que tu m'as citées sont à peu près dans cet univers-là. Ma question, elle est vraiment purement naïve. Il n'y a pas de malice, derrière. Hein. C'est vraiment de me dire qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, toi, dans le monde postmoderne, là, dans celui dans lequel tu vis tous les jours. Ah, pas grand chose. Non, mais quel effort de posture tu pourrais faire toi pour peut-être capter des choses qui sont, parce que tu sais ce qui m'a fait tilt, c'est quand t'as dit sois unique et tout ça m'a fait penser à une chanson d'un artiste rap controversé aussi qui s'appelle Vald, qui une chanson qui dit deviens génial. Bien sûr. Et tu connais cette chanson deviens génial ou pas? Cette chanson, mais et tu vois, ça m'aurait intéressé l'entendre un jour. Ça m'aurait intéressé que qu'on puisse en parler, que tu me dises que toi tu comprends quand lui dit deviens génial, tu vois. On peut l'écouter. On pourra l'écouter. Mais on peut l'écouter maintenant. Combien de temps elle dure? Je sais pas si j'ai le droit, d'un point de vue droit d'auteur, de la pousser dans le podcast. On peut faire pause? Ok, pourquoi pas. On va faire 1h15 là, les gars. Mais alors, c'est très bien. Mais t'as raison. Ah, moi je veux qu'on garde tout, hein. T'inquiète, on va rien éditer du tout. On va écouter Devient génial. Alors, il y a la publicité. Donc là, ça enregistre plus? Ouais, est-ce que je pourrais... Mais si on enregistre, et tu pourras couper, parce que ça se trouve, on peut dire des choses pendant le... T'as raison. Non, mais en même temps, on l'entendra peut-être pas. Vous coupez, sinon. Parce que cette chanson, moi, je la trouve... Est-ce qu'on a les paroles? Vald s'adresse à lui-même, en fait, et au fils qu'il a, parce que c'est un jeune gars, mais qui a un enfant très tôt. On n'est pas obligé de l'écouter en entier, hein, si tu veux. Ouais. Je vais compléter pourquoi, parce que moi, ce mec, Vald, tu vois, pour moi, c'est l'archétype de quelqu'un qui a suivi un sillon qui n'existait pas, qui l'a semé, et qui a habité le monde avec toute sa singularité et qui fait ce genre de truc complètement en dehors de tous les codes. Mais je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que oui, devient la dernière personne qui a fait ça, ou la première personne qui a fait ça, ou le seul qui a fait ça. Non, et ça devient un hymne, moi, qui aussi m'émeut, parce que je vois le père qui parle à son fils, je vois l'adulte qui parle à l'enfant qu'il était, avec aussi toute la nostalgie, la difficulté. On sent dans ce morceau-là toute la difficulté que ce gars-là a traversée. Aujourd'hui, il est sur le toit du monde, tu vois, c'est un des numéros 1 du rap français, et pour autant il est là avec ses fêlures, ses brisures, et je pense que c'est quelqu'un qui est
il a un logiciel qui est pas comme les autres, il tourne aussi très vite et il est à la fois, c'est ce qui lui donne toute sa puissance et à la fois tout ce qui l'encombre. Et voilà, ma question c'était, est-ce que ça c'est le genre des œuvres un peu plus postmodernes, tu vois, des trucs un peu plus contemporains, est-ce que ça tu peux être touché par ça ou pas du tout? Absolument. Là, j'ai pas, enfin après, encore une fois, hein, moi je regarde beaucoup de youtubeurs, je regarde beaucoup de gens, je suis très inspiré. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je peux absolument pas me qualifier, enfin, ce serait osé de me qualifier d'anti-moderne, parce que je suis quand même un enfant de la modernité. Je parle de l'apport des technologies de type enregistrement, de type Internet. Donc, oui, évidemment, je vais pas. Après, moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est que finalement, on en revient toujours au XVIe siècle, quoi. Je trouve toujours, j'aime bien quand j'ai une discussion avec quelqu'un, faire une référence du XVIe siècle, parce que vraiment, je suis un énorme fan de cette période. C'est qui le personnage le plus iconique pour toi du XVIe siècle? Henri IV. Henri IV. Henri IV, absolument. C'est le roi paysan, Henri IV. Henri IV, c'est le roi paysan. Henri IV, c'est le français par excellence. Henri IV, il n'était pas destiné à être roi, il a conquis son royaume. C'est pas un héritier, Henri IV. Henri IV, c'est un campagnard à peine décroté qui devient roi de France quand même, Et la symbolique de l'édit de Nantes, elle est énorme. C'est-à-dire que l'édit de Nantes, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place de la tolérance religieuse et la mise en place aussi de la catholicité de la France et de la primauté catholique en France et de la liberté de penser. Et en cela, pour moi, c'est un fondateur. Après, bien sûr, on a François Ier, on a François Ier. Qui est-ce qu'on a que j'aime beaucoup du XVIe siècle? On a Henri III qui est un roi très, très machiavélien, très intéressant. Sinon, voilà, ouais. Eh ben, ça vaut pas Vald, hein, Henri IV, mais c'est quand même pas mal. Ouais. Ok, on la gardera pas celle-là, mais comme on n'édite pas, on va tout garder. Martin, est-ce qu'on rend le micro? À un moment, enfin qu'on rend le micro. Hein. Je te rappelle qu'on était parti sur un format de 20 minutes, qu'on en est à 55. Moi, ça me va très bien, mais à un moment, c'est quand même mieux 55. T'as raison. Est-ce qu'on se donne rendez-vous à Lisbonne en 2025? Est-ce que tu vas suivre le cheminement de ce coffre ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que le coffre, il allait peut-être même aller jusqu'à Lisbonne. Ça, je sais pas. On m'a dit qu'il allait être au siège APM, qu'il allait être caché pendant 30 ans. Faut qu'on l'échauffe pour qu'il l'emmène à Lisbonne. C'est un peu dommage parce que j'ai quand même bossé 1 mois et demi sur ce coffre. Est-ce qu'il pourrait pas plutôt le mettre dans l'entrée dans ce cas-là? Il y a Julien qui a bossé avec moi, qui a fait le cerclage et les hermines, comme j'ai dit. Donc voilà, on a beaucoup bossé. Donc c'est vrai que ce serait dommage. Faut pas le cacher. De l'oublier pendant 30 ans. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on l'expose. J'aimerais bien qu'il soit. Après voilà. Bon. Moi j'ai une proposition. Qu'il soit disponible à la vue de tous. Moi j'ai une proposition, Maëva. Est-ce qu'on peut négocier avec l'équipe de la PM là, qu'on fasse un petit reportage vidéo du coffre présenté par Martin qui nous montre les tiroirs secrets. Ça j'ai envie, ça j'ai bien envie. Est-ce qu'on pourrait faire ça au moins? Mais il faut trouver la clé. Il faut avoir la clé. Parce que quand même. Après la clé, il y a bien quelqu'un qui l'a. Bon, on va retrouver la clé, on va faire le reportage vidéo, on va pouvoir vous partager sur la chaîne. Et ben comme ça, tu pourras en plus l'avoir pour ta chaîne YouTube. C'est ça, j'aimerais bien avoir une petite vidéo du coffre. Ouais. Et on aura. Non, Maëva, oui. Allez, parce qu'attention, tout est enregistré, Maëva. Comment? Attends, on va voir la logistique après. Moi, de 17h à 20h, j'ai rien normalement. Donc. Ok. Avant, on va rendre l'antenne, hein, parce que moi aussi, j'ai une convention à vivre, les amis. Je crois que j'ai raté mon atelier. Mais que pour du bon, finalement. Martin, c'était... merci pour ce moment incroyable. C'était intense. Merci. Et t'es invité dans mon émission. Ah, mais alors ça, c'est une super bonne nouvelle. Eh ben, je serais hyper content. Tu es nantais? Non, je suis lyonnais. Ah, bah, ce sera compliqué pour venir, mais si tu viens à Paris, des fois. C'est 2 heures de TGV. Je suis à 30 km au sud, donc. Mais je serais ravi. Je serais ravi. Gardons le lien, ce lien invisible précieux qui nous unit maintenant. J'ai passé une heure merveilleuse avec toi. Je te remercie beaucoup pour tout ce. Excellent. Moi, j'aime bien. J'aime à dire, de connaissance et de fraîcheur. C'était forcéant. C'était forcéant. Merci. Et j'espère un jour avoir ma canne. On va reparler de ces histoires de canne. Bah ça. Faut mettre une cravate par contre. Il faut mettre une cravate. Ça va avec. Ok, bon, je ferai l'effort. La canne, la cravate et les chaussures. Ouais. Je crois que pour les chaussures, je repasserai. Aïe. Un grand merci, Martin. Je te dis à bientôt. Bonne plénière demain. N'oublions pas, si le soleil brille, c'est parce que les barons s'habillent. J'adore. Merci, Martin. Salut.